Ça, j'espère que tu couperas au montage. Il n'y a pas de montage, donc c'est pas grave. Je suis inquiet des scores que font dans les sondages Marine Le Pen et Éric Zemmour. Je pense que la droite doit se mobiliser et donc c'est pour ça que je soutiens Pécresse. Je suis content de voir qu'on ne doit pas boire toute la bouteille. Qu'est-ce qui a bu toute la avec, bouteille avec Manuel Valls, on avait quand même 2 bouteilles. J'ai une vraie passion pour le vin. T'en parles très bien en tout cas. Je suis plutôt d'avis, moi, de ne pas être trop chichiteux et par exemple, je carafe pas les vins. Tous les vignerons te diraient que non, c'est une hérésie. Le vin est quand même énormément question de moments, d'atmosphère, avec qui on est. Il révèle les gens qu'on aime et malheureusement aussi ceux qu'on aime moins, mais en tout cas, il révèle les gens qu'on aime. Moi, j'adore cet aspect-là. Voilà. Moi, sur l'efficacité du programme, je vois une vraie similarité entre Valérie Pécresse et François Fillon. Bonjour et bienvenue sur VA+, pour un nouveau numéro d'Un verre avec. On ne se quitte plus puisque nous avions tourné récemment un entretien avec l'ancien Premier ministre Manuel Valls. Et aujourd'hui, on reçoit un talent multicarte. Il était chroniqueur sur le site du Point. Il est l'ami des stars. Pas du tout. Il est avocat. Il est un des piliers des grandes gueules sur RMC. Il a été sniper à une époque dans la grande émission de Laurent Ruquier. On n'est pas couché. Et aujourd'hui, il rejoint Valérie Pécresse. Nous recevons Charles Consigny. Bonjour Charles. Il faut que je dise quelque chose. Peut-être bonjour, tout simplement. Bonjour, non, mais je m'attendais à un jingle. Non, mais peut-être une formule de politesse quand deux personnes se rencontrent et finissent par dire bonjour. Bonjour Tugdual, merci de m'avoir invité dans cette émission. Je t'en prie Charles, je ne vous cache pas qu'on se tutoie, donc on ne va pas faire semblant de se vouvoyer pendant l'émission. On reçoit Charles Consigny parce que Charles Consigny, il a un discours assez politique lors de ses interventions dans les médias. Et en plus, ça a été pas calé comme ça au moment où on a décidé de faire un verre avec toi. Mais tu rejoins donc la campagne de la candidate Les Républicains à l'élection présidentielle, Valérie Pécresse. On va y revenir évidemment après avoir dégusté cette bouteille. Mais est-ce que tu peux nous dire en quelques mots comment ça s'est fait et pourquoi et comment ? Écoute, moi j'ai toujours voulu faire de la politique. Je suis totalement raccord avec la ligne de Valérie Pécresse qui se dit un tiers Thatcher, deux tiers Merkel. C'est quelque chose qui me parle. Un tiers Thatcher, c'est-à-dire le libéralisme, le travail, la réforme de l'État. Je pense que c'est des choses qui sont nécessaires à faire en France aujourd'hui. Et les deux tiers Merkel pour une manière de gouverner efficace, respectueuse. C'est une candidate qui me parle et donc j'avais envie de m'engager pour sa campagne. Faut préciser que pendant le congrès des LR, une sorte de primaire qu'il y a eu il y a quelques semaines, tu avais un peu soutenu Michel Barnier, on peut le dire ça ? Alors, j'avais soutenu, en fait j'ai beaucoup d'amitié pour Michel Barnier qui est un vieil ami de ma famille, qui est quelqu'un que je trouve absolument remarquable et donc quand on me demandait sur le plateau des grandes gueules lequel j'aimais bien dans cette primaire, j'avais un mot pour lui, mais c'est sur le plan du projet, sur le plan de ce qu'il faut faire pour la France, je pense que c'est Pécresse qui, aujourd'hui, tient le meilleur programme. Et voilà, moi je pense qu'il faut sortir du macronisme. Je pense que le macronisme a vécu, que ça ne marche plus, que c'est un ton qui ne convient pas pour la France d'aujourd'hui, que ça a créé les gilets jaunes, que ça nous mène à une ambiance qui n'est pas bonne. Et pardon, moi je suis inquiet des scores que font dans les sondages Marine Le Pen et Éric Zemmour. Je n'ai pas envie ni de les voir au second tour, ni de les voir monopoliser la sphère politique. Je pense que la droite doit se mobiliser pour les empêcher de faire leur OPA. Et donc c'est pour ça que je soutiens Pécresse et que je vais faire cette campagne avec le plus d'énergie et d'enthousiasme possible. On va revenir sur Éric Zemmour parce que tu as participé à un plateau des grandes gueules qui avait fait pas mal de bruit à l'époque où Éric Zemmour était présent et tu avais été assez offensif avec lui. Mais justement, sur la candidature de Valérie Pécresse, est-ce que tu dirais pas qu'une des grandes réussites d'Emmanuel Macron, peut-être cyniquement parlant, c'est d'avoir réussi à casser l'alternance ou l'alternative politique ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a Emmanuel Macron, le camp de la raison, tel qu'il se définit lui-même, et puis ce qui est désigné et voulu comme étant considéré comme des extrêmes. Mais c'est vrai qu'il a fait ça. Moi je ne suis pas un anti-macroniste. C'est pas la recomposition politique, c'est la décomposition politique. Je ne suis pas un anti-macroniste primaire, mais je pense que typiquement dans ce genre de démarche,
pour moi, ça n'est pas acceptable. C'est-à-dire que le fait de s'ériger, moi jamais je prétendrai avoir le monopole de la raison. Jamais je désignerai tous les gens qui sont contre moi comme des extrémistes, des fous, des fachos, des je ne sais quoi. Je pense qu'il y a dans le paysage politique aujourd'hui des extrémistes et des fachos, mais je pense que la nouvelle division qu'a essayé de créer Emmanuel Macron, elle est malsaine parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que soit, en fait, il nous oblige à voter pour lui en disant c'est soit moi, soit les nazis. Je pense que c'est pas acceptable. Soit il prend le risque de faire élire après lui des gens d'extrême droite ou d'extrême gauche, mais on voit que c'est plutôt l'extrême droite. Donc dans les deux situations, pour moi, ça n'est pas normal. Je pense qu'on peut avoir un débat politique calme sur le fond, sur l'action, sur les propositions, et ne pas se livrer à ce genre de manipulations qui font courir pour moi un risque au pays. Et alors, qu'est-ce que tu reproches à Éric Zemmour, pour ceux qui ont loupé la séquence des grandes gueules où tu étais avec lui? Fondamentalement, qu'est-ce que tu lui reproches, et sans tomber dans les poncifs qu'on entend habituellement à son endroit? Mais c'est lui qui tombe dans les poncifs. Quand Éric Zemmour se fait applaudir sur la perpétuité réelle, pardon, mais c'est une monstruosité. C'est une régression. Si on instaurait dans le droit la perpétuité réelle, c'est-à-dire la possibilité pour une cour d'assises, au moment où elle rend sa décision, de condamner quelqu'un à une perpétuité ad vitam aeternam, sans aucune possibilité jamais de libération conditionnelle, au bout, en général, ça peut être au bout de très longtemps, c'est un avocat pénaliste qui te parle, ça peut être au bout de 20 ans, au bout de 22 ans, même parfois plus que ça. Il y a des gens qui sont en prison depuis 30 ans en France parce que leurs libérations conditionnelles ne sont pas leurs demandes de libération conditionnelle ne sont pas acceptées. Donc déjà, ça peut exister à l'appréciation des juges pour les gens extrêmement dangereux, la perpétuité réelle, et se faire applaudir là-dessus, présenter ça comme une réforme d'avenir, pour moi, c'est une régression. Donc ce que je reproche à Zemmour, c'est de porter un projet qui est régressif, c'est de s'inscrire dans la tradition de l'extrême droite, c'est je ne veux pas utiliser ce mot qui est trop galvaudé, j'allais dire stigmatisé, mais ce que j'observe... Mais par exemple, tu dis la tradition de l'extrême droite, donc par exemple l'antisémitisme. Or, non, pas ça dans mais le pas forcément. Non, le rejet d'une certaine catégorie de la population, la désignation, on sait comment ça marche l'extrême droite, c'est la désignation d'un bouc émissaire. Moi j'ai entendu Serge Klarsfeld il n'y a pas très longtemps, il a dit... Éric Zemmour parle des musulmans comme on parlait des juifs dans les années 30. Donc pardon, mais je n'accuse pas Éric Zemmour de vouloir enfermer les musulmans et exterminer les musulmans. Ça n'est pas ce que je dis. Je dis qu'il porte un discours de séparation et d'exclusion d'une partie de la population. Et je pense que c'est malsain et qu'en plus, ça n'est même pas fondé sur la réalité. C'est-à-dire que moi, je pense que l'islam peut tout à fait être compatible avec les lois de la République. Et je pense que le discours et si d'aventure il devait être amené à gouverner, les actions de Zemmour ne pourraient qu'en fait amener vers la guerre civile qui prétend Mais est-ce que tu penses qu'il y a une maladie de l'intégration dans la société française ? Pas forcément. Je pense qu'il y a des difficultés à certains endroits. Je pense qu'évidemment, on n'a pas réussi ça. Les poupées sans visage qu'on a vues à Roubaix, le séparatisme, les écoles clandestines, tout ça, moi, je trouve que c'est inacceptable. Je ne vais pas, au nom du respect des différences de l'autre, etc., valider ce genre de choses. Je pense que c'est du séparatisme et que c'est dangereux parce que ça morcelle la société. Et ça nous amène aussi à des affrontements entre les communautés. Donc ça, je pense qu'on doit agir et qu'on doit même légiférer. On a toujours fait ça en France et dans tous les pays démocratiques ou pas, mais démocratiques aussi. On a légiféré pour imposer un certain modèle de société. Il se trouve que dans notre modèle de société, il y a l'égalité entre les hommes et les femmes, il y a la laïcité, il y a des principes qui ne sont pas négociables. Eh bien, défendons-les. Mais les défendre, pour moi, ne passe pas par des discours tels que ceux portés par Éric Zemmour. Petit coup dans le rétroviseur. Pendant la campagne présidentielle de François Fillon en 2017, dans les différents plateaux sur lesquels tu intervenais, tu avais un discours assez contre-intuitif, ou en tout cas à rebours de l'air du temps, sur ce qu'était la défense, enfin en tout cas les attaques judiciaires sur François Fillon. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots quelle leçon juridique ça t'a inspiré en tant qu'avocat, cette campagne de François Fillon? Et par ailleurs, tu avais aussi dit sur la scène des journées d'été des jeunes républicains, je crois, que la ligne Fillon en tant que telle te convenait. Est-ce que tu peux nous dire en quoi, selon toi,
celle de Valérie Pécresse s'inscrit dans son sillage? Pour moi, je vais peut-être répondre dans le sens inverse des questions, parce que je pense en effet que le programme porté par Valérie Pécresse ressemble à celui de François Fillon. C'est un programme où on considère qu'il faut réformer l'État, qu'il faut l'assainir, qu'aujourd'hui l'administration coûte trop cher et ne fonctionne pas suffisamment bien par rapport au coût qu'elle représente, qu'on est peut-être un peu suradministré, qu'il y a parfois dans certains secteurs trop de fonctionnaires par rapport à ce qu'il faut faire, qu'au contraire dans d'autres il en manque. Moi je pense que l'hôpital par exemple, la crise du Covid a montré que sur l'hôpital il y avait un énorme problème, et je trouve que c'est désolant et vraiment une insulte aux soignants, aux médecins, aux infirmiers, aux infirmières, etc., qui travaillent dans ces hôpitaux, aux internes, aux étudiants, que de le laisser dans cet état-là. Je suis un libéral qui pense qu'il faut investir beaucoup plus d'argent public dans l'hôpital. On peut être libéral et penser ça, mais on peut donc être libéral aussi et considérer qu'il y a plein d'autres secteurs sur lesquels maintenant il faut que l'État se désengage et il faut réformer du sol au plafond. Donc ça, c'est quelque chose qui est porté par Valérie Pécresse, qui était porté par François Fillon. Je pense aussi que ce qu'elle propose sur les allègements de charges sur les salaires pour que les gens soient mieux payés, ça me paraît aussi indispensable. Alléger des charges, c'est une mesure qui est libérale, qui à mon avis est nécessaire. On a un problème sur les salaires en France, il y a trop de gens qui sont mal payés. Ça a un effet négatif sur les intéressés eux-mêmes, mais aussi sur toute la société. On est un pays qui se précarise, qui se prolétarise, donc il faut faire des choses là-dessus. Voilà, moi sur l'efficacité du programme, je vois une vraie similarité entre Valérie Pécresse et François Fillon. Quant à l'aspect judiciaire... L'immixtion des juges. Oui, ce qu'on a appelé l'immixtion des juges, moi je pense comme avocat, comme citoyen, que la manière dont l'institution judiciaire s'est comportée à ce moment-là, en effet, s'inscrivait dans une lutte de pouvoir entre certains magistrats et la classe politique. Et d'ailleurs, d'une façon générale, moi je trouve totalement malfaisant que les hommes et femmes politiques soient devenus les souffre-douleurs de toute la société. Mais franchement, je pense que c'est malsain pour tout le monde. On ne peut pas continuer avec des hommes et femmes politiques qui sont moqués et harcelés sur les réseaux sociaux, qui sont agressés devant leur permanence et qui sont les cibles privilégiées d'une certaine justice qui parfois agit pour des motifs politiques. On se souvient du mur des cons. Je voudrais même ajouter que c'est des gens qui sont sous-payés. C'est-à-dire que n'importe quel étudiant en école de commerce gagne mieux qu'un député. Alors un étudiant en école de commerce, je ne sais pas. Quelqu'un qui sort d'une école de commerce, c'est possible. Oui, moi mais là-dessus, le maire d'une grande ville peut gagner avec des responsabilités énormes, je ne sais pas, 2 500 € quand en fait du lundi au dimanche il travaille 70 heures par semaine. Mais là-dessus, je suis d'accord. Il y a dans certains cas une dimension un peu sacerdotale dans l'engagement politique. Moi, je suis d'accord qu'il faudrait revaloriser ça. Ça implique aussi d'assainir d'autres choses. C'est-à-dire que je pense que les logements de fonction dont on sait que certains subsistent et qui ne sont pas toujours légitimes, il faut les supprimer. Moi, je vois aussi beaucoup de gens avec des voitures avec chauffeur. Ce serait bien de faire un tri très sérieux là-dedans. Qui a vraiment besoin d'un chauffeur et pour qui c'est vraiment légitime d'en avoir un et pour qui ça ne l'est pas. Moi, je prends les transports en commun tous les jours, par exemple. Je pense que beaucoup d'hommes politiques pourraient le faire. Mais d'ailleurs, beaucoup d'hommes politiques le font. En réalité, il y a beaucoup d'élus qui évidemment, vivent normalement. Et c'est pour ça que je trouve qu'on les agresse trop. Et c'est trop facile, en fait, de s'en prendre aux hommes politiques, d'autant qu'ils ont beaucoup moins de pouvoir qu'avant. Le pouvoir, aujourd'hui, il est très largement dans les mains des très grands acteurs économiques. Et c'est d'ailleurs parce qu'ils ont vraiment du pouvoir que personne ne les attaque. Alors, écoute, après cette introduction, j'allais dire dense, mais néanmoins fluide. Je t'invite à découvrir ce qui fait l'objet de notre rencontre aujourd'hui, c'est-à-dire ce château Braner-du-Cru 2014. Saint-Julien, c'est toi qui m'avais demandé, tu voulais l'appellation Saint-Julien. Pourquoi tu voulais cette appellation-là? Alors, soyons clairs, je t'ai laissé... Alors, je t'ai proposé de dire ce que tu voulais. Je t'ai laissé le choix entre deux vins, soit... tu m'as dit 2 vins aussi, je me souviens plus. Soit un vin jaune, du Jura, de la région de ta famille. Qui est la région de ma famille, et le vin jaune qui est sans doute le vin que je préfère, qui est un vin très complexe, fabriqué d'une manière très particulière, sous ce qu'on appelle le vin d'Arbois, par exemple. Il y a du vin jaune à Arbois. Le vin d'Arbois, c'est comme Saint-Julien. D'accord, c'est une des appellations. C'est une des appellations, mais il y a Château Chalon,
il y a les Côtes du Jura. Je t'avoue, je ne suis pas expert en vin du Il y Jura. en a beaucoup. Château C'est Chalon. souvent des vins assez particuliers, en revanche, un peu sur la noix, non? Absolument, c'est des vins très sur la noix, comme tu dis. Ce sont des vins qui sont élevés sous voile, c'est-à-dire qu'on ne remplit pas complètement le tonneau de vin. On laisse à peu près un quart, un dixième vide, ce qui fait qu'une levure se forme à la surface. C'est des bactéries qui se forment à la surface et qui, à la fois, donnent ce goût très particulier au vin. Ça, plus le cépage utilisé, qui en général est un savagnin, qui est un raisin de petite grappe, qui donne au vin du Jura son goût si particulier. Mais il y a aussi beaucoup de chardonnay. Et ils ont quand même, même si c'est moins marqué, le goût des vins du Jura. Et le fait que ce soit comme ça sous voile, avec cette fine couche de levure, fait qu'il se développe dans le vin. C'est pas par hasard d'ailleurs si Pasteur vient du Jura. Il se développe dans le vin comme un vaccin, comme un antidote à toute espèce de pourrissement, de vieillissement qui tournerait mal, etc. Ce qui fait que théoriquement, un vin jaune peut vieillir indéfiniment et être indéfiniment buvable. Et d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, on a ouvert une bouteille de vin jaune datant de la Révolution française. Chez toi, en famille? Et non, pas chez moi en famille, mais lors d'un événement organisé autour de cette bouteille, parce qu'on a découvert cette bouteille qui était encore à niveau, etc. Donc on l'a ouverte. Nous, on a des vieilles bouteilles achetées par mon grand-père, mais qui était la figure tutélaire de la famille, qui est majeure pour nous. Mais elles ne vont pas jusqu'à la Révolution française. Et ce vin était encore buvable. C'est pour ça que moi, j'ai, à la fois par mes souvenirs familiaux, mais aussi par goût, une passion pour ce vin très singulier qu'est le vin jaune, et que sont les vins du Jura en général. Mais là, donc je t'ai suggéré soit vin jaune, soit Saint-Julien. Je pense que tes goûts à toi ont fait que tu as été plutôt vers Saint-Julien. Tout à fait. Et voilà, moi, j'adore le vin. T'en parles très bien en tout cas. Non, mais j'ai une vraie passion. De ton vin jaune. non, mais c'est technique en plus. J'ai une vraie passion pour le vin. Et en Bordeaux, il y a quelques appellations que j'aime bien, dont Saint-Julien, Pomerol. Alors pour éclairer un peu nos amis téléspectateurs de VA+, Saint-Julien, c'est sur la rive gauche de la Gironde. Rive droite, vous avez Saint-Émilion, Pomerol par exemple, et rive gauche, vous avez le Médoc, et à l'intérieur du Médoc, vous avez Margaux, Pauillac, Saint-Estèphe et Saint-Julien. Et j'en parlais avec mon ostéo cet après-midi, parce que mon ostéo est incroyable en connaissances viticoles, et je crois qu'il avait une très bonne formule, puisqu'il disait que Saint-Julien, c'est une sorte de carrefour à l'intérieur du Médoc, où on retrouve justement un peu de la suavité du Margaux, un peu de l'épicé du Saint-Estèphe, un peu du tannique du Pauillac, et que c'est la synthèse absolue de toutes ces grandes appellations qui entourent Saint-Julien, et que ça donne les vins les plus équilibrés de ce terroir-là. C'est une très belle appellation avec des vins subtils, des vins de garde. Il y a des très grands châteaux comme le château Bechevel par exemple, Léoville-Lascaz, etc. Et Braner du Cru, est-ce que tu connaissais? Bien sûr, oui, je connaissais. Donc tu connais un peu l'histoire? Alors non, je ne connais pas l'histoire du château. C'est un monsieur Braner qui a acheté le domaine en 1680 et un de ses lointains parents au 19e siècle qui s'appelait monsieur Ducru a poursuivi son œuvre, d'où le nom château Braner du Cru. Ça a été racheté en 1988 par un, j'imagine, assez fortuné industriel du nord de la France qui avait fait fortune dans l'agroalimentaire, qui s'appelle monsieur Marotteau. Et le Braner du Cru est un cru classé. Alors, quand vous voyez sur une bouteille de Bordeaux Grand Cru classé en 1855, qu'est-ce qui s'est passé en 1855? Il y avait une exposition universelle sous Napoléon III, et c'est là qu'a été décidé le fameux classement des grands crus classés qui, depuis, fait autorité. Alors, c'est de temps en temps updaté, diraient les Anglais, mais c'est de cette exposition universelle-là que date ce fameux classement qui permet d'avoir des grands crus classés A, B. Là, c'est un 4e grand cru classé. On est quand même assez modeste. Non, je n'ai pas de petit vin ordinaire. J'ai travaillé toute ma vie, je me suis battu comme un chien pour ne pas avoir de petit vin ordinaire. Voilà, on fera peut-être mieux la prochaine fois en termes de prestige, mais c'est déjà quand même une très belle bouteille. 2014, on en parlait juste avant de commencer, c'est pas le plus grand millésime de ces dernières années, mais l'avantage quand vous n'avez pas un grand millésime et un très bon château, comme c'est le cas de ce Braner du Cru, ça vous permet d'avoir des vins que vous pouvez boire assez jeunes. C'est-à-dire que si vous avez un très grand château et un très bon millésime, si vous buvez avant 20 ans, c'est un sacrilège. Alors que là, je pense qu'on ne commet pas une erreur sur le plan œnologique en dégustant ce
Braner du Cru de 2014 que je t'invite à goûter. Nous sommes avec d'accord. moi. Il sent bon déjà. Ouais. Alors, ce Il que est très j'ai bon. lu, Il est très bon. moi je le trouve pas encore assez ouvert, mais c'était déjà le cas tout à l'heure, mais ce que j'ai lu sur ce millésime-là et ce château-là en particulier, c'est que pour eux, voilà, c'est vraiment le style maison du Braner du Cru, avec un nez expressif et riche. C'est vrai que voilà, il y a tout de suite des arômes qui se dégagent de manière assez expressive, des fruits bien mûrs, et cette bouche un peu charnue. Voilà, moi j'aime bien que dans certains Bordeaux on retrouve ça, et en tout cas c'est l'avantage du Bordeaux par rapport au Bourgogne, puisque là, le Bourgogne a beaucoup d'avantages sur le Bordeaux, mais en tout cas dans le Bordeaux c'est sûr qu'il y a un peu plus de matière et que le Bourgogne va être plus sur la sophistication. Ça demande d'ailleurs parfois un palais un peu plus alerte qu'un Bordeaux où il y a des notes de bois, des choses qui tout de suite explosent en bouche, dû au Cabernet Sauvignon qui est un des cépages principaux de cette bouteille, et puis au Merlot et au Cabernet Franc. Et il y a aussi du petit Verdot, qui est un des vieux cépages du Bordelais qu'on retrouve dans ce Braner du Cru et qu'on ne retrouve pas forcément habituellement dans toutes les bouteilles de Bordeaux, contrairement aux 3 autres cépages que je viens de citer. Est-ce que tu peux nous dire un peu tes habitudes sur la consommation de vin? Tu bois énormément le matin? Non, mais quand est-ce que tu bois? Bien sûr, au petit déjeuner. C'est comme ça qu'on commence une journée quand on est avocat pénaliste. Évidemment. Et surtout porte-parole désespérée de Valérie Pécresse. On commence dès le matin la consommation de vin. Non, je bois occasionnellement, beaucoup moins qu'avant. Je dois dire que quand je vais dans le Jura, ça fait partie du plaisir d'aller là-bas, de boire du vin, et pas seulement des vins du Jura. Et sinon, je bois avec des amis. T'as une cave chez toi? À Paris, non. À la campagne. Enfin, à Paris, si, j'ai une petite cave, mais plastoc, là, un truc, voilà. Qui est déjà un truc pas mal. J'avoue, quand j'avais 20 ans, je pouvais boire, j'allais à la terrasse d'un café qui s'appelle Le Progrès, rue de Bretagne, à Paris, et je pouvais boire du brouillis en pichet, qui était évidemment ce qu'on appellerait aujourd'hui un torboyau. Je pouvais en boire toute la soirée jusqu'à la fermeture du bar. Maintenant, je suis devenu... Tu buvais pas des whisky coca ou des bières? Non, tu buvais du vin? Non, j'ai toujours aimé le vin. Parce que j'ai toujours aimé la ripaille avec les copains. Donc, dans la ripaille, il y a les croque-monsieur, les croque-monsieur, le vin. Voilà, moi, j'aime bien ça, le côté on reste longtemps, on rigole, on est nombreux et tout. Alors qu'un whisky coca, on est quand même vite dans un état qui ne permet pas forcément une conversation très élaborée. Et puis, depuis, tes goûts se sont affinés. Je suis devenu plus douillet sur mes goûts. J'observe d'ailleurs, cher Tuc Dual, je me permets une critique. Par exemple, j'aime beaucoup, quand j'ai la chance de boire un bon vin, j'aime bien avoir des grands verres. Alors, tu as tout à fait raison. Tes verres quasi ballons, si tu veux. Tu as complètement je trouve qu'ils raison. ne sont pas à la hauteur Figure-toi, et de ce Braner Armel, qui du est en Cru. régie, peut nous le confirmer. J'étais à 2 doigts d'aller acheter des nouveaux verres. J'ai pas trouvé ceux qui me plaidaient, donc j'ai dû me rabattre sur ceux-là. Mais bon, ils permettent quand même... Mais c'est très important. C'est très important. C'est important de l'ouvrir au bon moment, un vin. C'est important de le carafer quand il faut le carafer. C'est important de le boire dans les bons verres. C'est important surtout de le boire à la bonne température. Mais surtout, si la cave à 13 degrés, ça sert à rien. Je trouve que... moi, j'adore boire le vin à température cave. Ah oui, même du rouge. Oui, mais ça serait du sacrilège. Parce qu'en fait, oui, mais j'adore boire le vin vraiment juste après l'ouverture de la bouteille et encore à la température de la cave. Je trouve que c'est là qu'on voit... tous les vignerons te diraient que non, c'est une hérésie. Et je trouve que c'est là. Mais oui, mais déjà si avant tous ces machins-là, le carafage, le truc, le machin, il est déjà une promesse, ça veut dire que ça va être formidable. Donc moi, j'aime bien goûter tout de suite, à peine ouvert et à peine monté de la cave. Est-ce que je peux te donner un petit conseil pour essayer de relier ta thèse aux miennes? C'est que ce qui est sympa, c'est d'ouvrir un vin, par exemple, le matin pour le soir. Et effectivement, de toute façon, il faut, par principe, essayer de vider le goulot pour que l'oxygène puisse rentrer et aérer le vin. Donc on se sert l'équivalent de ça, par exemple, au fond d'un verre, qu'on goûte évidemment parce qu'on est très tenté de le faire, même s'il est midi. Et en fait, après, ce qui est sympa, c'est de revenir dans la journée et de voir l'évolution. Et puis le soir,
d'accord avec ça parce que, à part justement pour Charles le vin... Consigny ne respecte Non, rien. à part pour le vin jaune qu'il faut ouvrir quand même très à l'avance, qui est un vrai vin de garde. En revanche, moi, je trouve qu'il ne faut pas en faire trop avec le vin. Ce que j'aime, on est entre copains, on ouvre une bonne bouteille, on s'en sert des verres tout de suite, et c'est très agréable de voir le vin s'ouvrir petit à petit et donner son potentiel petit à petit. On le goûte au début quand il n'est pas encore ouvert, et tout à coup, le vin, c'est vrai qu'il y a un moment, je l'ai observé plein de fois, voilà, où il passe la seconde, il se révèle. Mais je suis plutôt d'avis, moi, de ne pas être trop chichiteux. Et par exemple, je ne carafe pas les vins parce que j'aime bien avoir la bouteille, l'étiquette, ça compte beaucoup. Il y a des vins qui soignent ça pour faire un peu de pub. Je ne sais pas, j'ai vu récemment que Cos d'Estournel, qui est un magnifique château de Saint-Estèphe, ils ont refait leurs étiquettes. Ils ont des magnifiques étiquettes dorées directement sur le verre de la bouteille, etc. J'ai envie d'avoir ça sur la table. L'étiquette fait partie du message que le vin entend donner. Et par ailleurs, il y a un autre truc qu'on n'a pas dit, c'est que moi, je suis très frappé de voir, et ça conduit peut-être à relative... Enfin, le vin est quand même énormément question de moments, d'atmosphère, avec qui on est, etc. Il y a un vin que j'adore à Bordeaux, que tu as cité, qui est le Bechevel. Et j'ai été très frappé. Reconnaissable avec son dracard sur l'étiquette. Voilà, et j'ai été très frappé de voir que moi, c'est un vin que d'habitude j'aime beaucoup. Et un jour où j'étais invité chez des amis que j'aime énormément en Corse, j'avais apporté une bouteille de Bechevel parce que c'est des gens qui aiment aussi le vin. Et je voulais passer un bon moment avec eux le soir de mon arrivée. Et le vin était merveilleux, etc. Et récemment, j'ai bu ce même vin de la même année, du même millésime, avec des gens que je ne citerai pas et qui me gonflaient un peu et dans un cadre un peu ronflant. Et je n'ai pas du tout trouvé le même plaisir à boire ce vin. Et donc, ce que j'aime bien des grands vins, enfin de tous les vins d'ailleurs, mais notamment de ces vins un peu complexes, qui représentent tout un travail, etc. Mais c'est valable pour tous les vins, c'est que ils sont des révélateurs d'amitié, en fait. Tout en se révélant eux, ils révèlent les gens qu'on aime et malheureusement aussi ceux qu'on aime moins, mais en tout cas, ils révèlent les gens qu'on aime. Moi, j'adore cet aspect-là du vin. Est-ce que tu as déjà bu un verre de vin avec Valérie Pécresse dans ta vie, Charles ? Pour l'instant, pas encore, mais je suis sûr que Valérie Pécresse est très bonne vivante. Et d'ailleurs, je crois que sa famille fait... Alors, bien sûr, Jean-François Pécresse, Canon Pécresse, qui me est semble, le frère voilà. de son mari. Son mari s'appelle Jérôme, et son frère, qui s'appelle le frère de son Jean-Francis mari, peut-être. Jean-Francis, oui, est propriétaire d'un vignoble dans le Bordelais, si je ne m'abuse. Mais il fait un Bordeaux assez original et très réputé. Canon Pécresse. Voilà, et il est aussi, un grand dégustateur qui a déjà écrit sur le sujet et qui est vraiment reconnu dans le milieu du vin pour en avoir déjà discuté, notamment avec Oriane Noyac qui dirige la revue Vigneron et qui apprécie beaucoup Jean-Francis Pécresse, et avec d'autres vignerons aussi qui respectent tout à fait le savoir œnologique de ce monsieur qui, par ailleurs, exerce aussi ses talents comme directeur général de Radio Classique. Excellent. Et éditorialiste aux Échos, si je ne m'abuse. Excellent. Ben, c'est complet. Comme ça, le portrait est complet. Donc, raconte-nous un peu, Valérie Pécresse, qu'est-ce qui t'a poussé comme ça, tout d'un coup, à quitter ta vie de jet-setter pour devenir porte-parole de Valérie Pécresse. D'abord, je n'ai pas du tout une vie de jet-setter. Moi, j'ai une vie... C'est marrant parce que les médias font que la plupart des gens voient ce que montrent les médias ou les réseaux sociaux. Moi, 80% de ma vie, 95% de ma vie, c'est une vie d'avocat. Et d'avocat essentiellement pénaliste, même si je déborde un peu en ce moment sur le droit des affaires pour mon plus grand bonheur, parce que c'est très intéressant aussi, et qui est une vie de... Franchement, je ne le dis pas, c'est pas une pause, c'est une vie de labeur silencieux et acharné pour la défense de clients qui sont mis en cause dans des affaires pénales. Et donc ma vie, c'est d'aller en prison
le samedi matin voir ceux de mes clients qui sont détenus, c'est d'en assister d'autres dans des interrogatoires, c'est d'en défendre à des audiences au fond, c'est de travailler leur dossier dans mon bureau, travailler aussi avec mes collaborateurs, mes associés. J'ai la chance d'exercer dans mon propre cabinet avec 3 associés. Que tu as monté il n'y a pas très longtemps. Que j'ai monté il y a 1 an. Donc c'est un jeune cabinet. Là où je suis content, c'est qu'on vient d'être distingué dans des classements de référence comme nous avons été qualifiés d'excellents en pénal des affaires. C'est des classements de cabinets d'avocats. Et donc voilà, ma vie, c'est essentiellement une vie de boulot comme avocat. Voilà. J'ai des respirations que j'adore, que là je vais mettre en pause, qui sont les grandes gueules d'RMC. C'est un historique de l'émission animée par Alain Marchal et Olivier Truchot. Alors ça m'éclate, mais en effet, je suis devenu un historique de l'émission à la faveur des changements. Et c'est une grande fierté pour moi, parce que cette émission, je vais franchement, pas une fois, ça doit faire, donc maintenant, je ne sais pas, peut-être, ça ne fait pas 10 ans que je la fais, mais pas loin. Pas une fois, on m'a dit, fais attention, dis plutôt ça que ça. Je n'ai jamais, en 10 ans de cette émission, reçu la moindre consigne de quoi que ce soit. C'est une émission de libre parole totale. Et ça, je pense que dans le paysage audiovisuel, il y en a peu. Par ailleurs, c'est une émission où tous les débats de société s'entrechoquent, où il y a des personnalités très variées qui ont l'occasion d'échanger, et qui est superbement animée par Alain Marchal et Olivier Truchot. Donc là, je suis obligé de me mettre en congé de cette émission le temps de la campagne, parce qu'il y a les histoires de temps de parole, etc., et que c'était une émission qui dure 3 heures. C'est une émission qui dure 3 heures, donc 3 heures de temps de parole, c'est beaucoup. Tu comptes consacrer combien de temps de ta semaine maintenant au porte-parole Alors, je ne suis pas porte-parole. Quand je dis porte-parole, c'est de manière informelle. Je m'occupe, je vais être invité pour commenter. Je vais défendre, je suis prêt à défendre sa candidature partout où ce sera nécessaire. Le rôle qu'elle me donne est de contribuer à mobiliser la société civile autour de sa candidature, parce que je suis un profil justement qui n'est pas issu du sérail politique. Je vais y consacrer le plus de temps possible, tout le temps que me laissera mon métier, mais mon métier est très important pour moi, et d'ailleurs je pense que c'est important que des gens qui ont un vrai métier dans la vie, moi j'ai beaucoup de respect pour les élus, je sais que c'est difficile, etc., mais je pense que la politique doit justement respirer avec des personnalités qui ont un vrai métier par ailleurs. Et donc je vais plus que jamais exercer mon métier d'avocat tout en participant à cette campagne. Est-ce que tu arrives à avoir le feu sacré pour cette candidate qui a plein de qualités, qui est quelqu'un qui a suivi des très bonnes études, qui est une présidente de la région Île-de-France dont même les adversaires politiques reconnaissent que sur le plan technique, elle n'est pas incompétente, mais ce n'est pas une femme qui fait se lever les foules. Toi, l'avocat qui aime la rhétorique, qui aime l'aisance oratoire, qu'est-ce que tu trouves à Valérie Pécresse, dont la plus grande qualité n'est pas forcément un charisme débordant? Mais je ne suis pas forcément d'accord avec ça. D'abord, faire se lever les foules, je pense qu'on va voir en fonction des propositions qu'elle va faire. Je pense que quand on fait des propositions tranchantes, disruptives, oui, on emporte l'enthousiasme. C'est la seule, pour l'instant, candidate à parler des salaires. Pour moi, c'est une question majeure. Je pense que les moulinets d'Éric Zemmour sur les Arabes qui nous envahissent, je ne suis pas sûr que ce soit... Il parle aussi des charges sociales. Oui, mais enfin, je ne suis pas sûr que ce soit très, très, très pertinent et que ce soit la première urgence. Et donc ça reste à... Je pense, moi, qu'elle va au contraire emporter l'enthousiasme. Je pense qu'on ne connaît pas Valérie Pécresse, qu'on ne sait pas de quoi elle est capable. Je pense collectivement. Oui, c'est-à-dire que je pense que pour l'instant, elle n'a pas eu l'occasion d'être dans ce rôle de candidat de sa famille. Elle n'a pas non plus présidé les Républicains, donc elle n'a pas encore eu ce rôle où tous les projecteurs sont braqués sur elle. Maintenant, c'est le cas. Après, j'observe aussi qu'elle a l'intelligence et l'humilité de s'entourer d'une équipe, notamment les candidats malheureux qui ont fait campagne lors du congrès contre elle. Éric Ciotti, Xavier Bertrand, Michel Barnier, Philippe Juvin, etc. Et donc, voilà, tout ça doit se développer. Moi, je pense que c'est une candidate extrêmement crédible dans cette campagne. Et je pense que dans une élection, la question qu'on se pose, c'est qui va être capable et avec quelle équipe
et avec quel programme, de faire en sorte que la France reste une grande puissance dans les années qui viennent. Moi, c'est quelque chose ça qui m'habite et qui m'inquiète. Donc tu l'imagines serrer la main à Poutine et à Biden Oui, je pense en leur que tenant ça... la dragée haute. Oui, je pense absolument. Je pense qu'il va d'abord... Biden, pour l'instant, je ne sais pas combien de temps il va rester président effectif. Il donne parfois l'impression d'être déjà très fatigué. Ça, j'espère que tu couperas au montage. Il n'y a pas de montage, donc c'est pas grave. Non, mais je plaisante. Franchement, je trouve que c'est une femme qui a beaucoup de talent, qui défend très bien son projet, qui a gagné ce congrès alors qu'elle n'était pas la favorite, qui travaille ses dossiers. Elle n'est jamais prise en défaut de connaissance de son dossier, qui organise les choses. Pour moi, c'est un rouleau compresseur et je pense que ça va continuer comme ça. Alors, tu as repris tout à l'heure sa fameuse formule qu'elle avait dite dans une interview au Point il y a quelques mois. Moi, je suis un tiers Thatcher, deux tiers Merkel. Déjà, est-ce que tu ne penses pas que c'est mieux d'être deux tiers Thatcher et un tiers Merkel parce que l'époque nécessite de la résolution, des réformes structurelles, que si on commence déjà à commencer un positionnement politique en essayant de chercher le plus le consensus, c'est pas comme ça qu'on va résoudre le problème. Je pense qu'on est obligé de prendre en compte les spécificités de la France. La France, c'est un pays qui est difficile à gouverner, qui est difficile à réformer. C'est un peuple qui est éruptif. On est un peuple de contestataires, avec beaucoup de violence dans la société, beaucoup d'antagonisme. Et donc, je trouve le ratio un tiers, deux tiers, à mon sens, plutôt la bonne voie pour un pays comme la France. Voilà. Je crois que pour réformer en profondeur la France, je crois à la nécessité de réformer ce pays, je crois à la nécessité de remettre le travail au cœur de tout, de revaloriser extrêmement le travail, de décourager complètement l'assistanat. Donc je crois à la nécessité du tiers Thatcher, mais je crois aussi à la nécessité du deux tiers Merkel parce que je pense que la France est un pays dans lequel il y a des braises qui sont toujours ardentes et qu'il faut prendre garde à ne pas rallumer. Quand on a eu la crise des Gilets jaunes, moi j'ai détesté la manière dont a été réprimé le mouvement des Gilets jaunes. Je trouve que c'est indigne de n'avoir su que envoyer la violence, le LBD 40 et ce genre de choses contre ces manifestants, même s'il y a eu de leur côté aussi des débordements. Et, tu es très critique aussi sur la privation de liberté liée à la situation bien sûr, sanitaire. Un avocat, il défend les libertés. Même avant d'être avocat, j'étais déjà viscéralement attaché à la liberté. Pour moi, une société dans laquelle le gouvernement nous dit vous ne pouvez pas aller plus de 1,5 km de chez vous et pour le faire, il faut vous faire un petit papier. Pour moi, on est dans un épisode des Schtroumpfs. Je veux dire, on n'est plus dans le pays dans lequel j'ai envie de vivre. Sur ces questions-là, et d'ailleurs, ça lui est reproché par une partie de son électorat, et plutôt dans la mouvance du gouvernement, les pro-pass vaccinal. Oui, mais tout est une question de mesure et de ce qu'on fait. Par exemple, sur le pass vaccinal, ce qu'elle demande, c'est qu'il y ait une limite temporaire. Et je trouve que là-dessus, elle a raison. Et j'observe que le gouvernement a du mal à limiter dans le temps ces restrictions de liberté. Moi, c'est ça qui m'inquiète. C'est quand on s'embarque dans une société à la chinoise, une société de QR code, là, le gouvernement se retrouve quand même avec des QR codes qui sont à la discrétion de ce qu'il décide, des exigences qu'il met. Donc, pour le moment, fort heureusement, il ne met que des exigences de vaccination. Mais demain, où est-ce qu'on va quand on est tous soumis à un QR code qui conditionne notre participation à tous les aspects de notre vie quotidienne et qui est à la discrétion de critères choisis par le gouvernement? Pour moi, ça, c'est une folie et ce n'est pas du tout la France et ce n'est pas le pays dans lequel j'ai envie de vivre. C'est pour ça que je pense que si on doit le faire dans un temps de crise, de pandémie extrême, il faut le limiter absolument dans le temps parce que ça ne peut être qu'une réponse temporaire. On va finir par quelques petites notes personnelles pour pas trop étirer en longueur ta soirée et te libérer. Mais qu'est-ce que tu dirais Je suis content de voir qu'on ne doit pas boire toute la bouteille. Oui, écoute, on est très sage. Peut-être qu'il y a eu d'autres numéros de Un verre avec qui étaient ah ouais, qui est-ce qui a bu toute la bouteille avec Emmanuel Valls, on a quand même 2 bouteilles. Alors, on n'a pas bu chacune des Et qu'est-ce qu'il avait choisi, Valls? Alors, il n'avait pas choisi. Il m'avait demandé du Bourgogne et on avait pris un Chassagne Montrachet premier cru de Henri Boyau et du même vigneron, son Bourgogne générique en rouge, les deux en 2011. Et c'était absolument fabuleux.
vraiment. Chassagne-Montrachet, ça devait être pas mal. Ouais, je connais moins les Bordeaux, les Bourgognes. Chassagne-Montrachet est une appellation de Bourgogne, mais c'était son générique. Je connais moins les Bourgognes. Et très bien parce que, on va pas le refaire là, mais Henri Boillot soigne énormément ses entrées de gamme. Tu dirais que ta force, c'est quoi? Parce que dans un pays où on aime bien que les avocats soient juste avocats, que les chroniqueurs soient juste chroniqueurs, que les gens de droite ne bousculent pas Zemmour sur les plateaux de télévision, que les gens bien élevés soient pas provocateurs. Toi, tu es exactement l'inverse de tous ces attendus, pour reprendre un terme juridique. Comment tu définirais ta méthode pour réussir à trouver ta place dans le débat public? Je ne sais pas. Pour moi, c'est totalement naturel pour un avocat de s'engager dans la vie publique. On est directement confronté quand on est avocat, et a fortiori quand on est avocat pénaliste, mais c'est valable aussi pour les avocats en droit de la famille, c'est valable aussi pour les civilistes, c'est valable pour beaucoup de branches du droit. On est directement confronté aux règles édictées par la société à un temps donné, au mode aussi qui parcourt la société, à ses passions, à ses pulsions. C'est des choses qu'on ressent dans les salles d'audience, c'est des choses qui conduisent les juges à décider dans un sens ou dans un autre. On se sent complètement comme si on était une éponge de tout ce qui se passe dans notre époque. Et donc, pour moi, c'est totalement logique, soit de participer aux médias, comme j'ai pu le faire pendant plusieurs années, soit de participer à la vie politique, comme je suis maintenant en train de commencer à le faire. Pour moi, ça n'est pas du tout incohérent avec mon métier d'avocat, bien au contraire. Après, c'est sûr qu'on est un pays qui aime bien mettre les gens dans des cases, mais pour moi, c'est une seule et même case que d'être avocat et que d'être en même temps un citoyen engagé dans la vie publique de son pays. J'y vois aucune incompatibilité. Alors, de la même manière, tu avais fait ton coming out il y a quelques années et tu n'es pas militant comme peuvent l'être certains. Comment tu positionnerais ton discours là-dessus? Est-ce que justement, tu n'aimes pas trop en parler parce que ce n'est pas un sujet pour toi? Non, pour moi, c'est un sujet dont je peux parler parce que j'en ai parlé dans des livres, j'en ai parlé dans des tribunes, etc. Je ne suis pas un militant de la cause, forcément. Je vais pas. Est-ce que tu trouves qu'il y a beaucoup de militants de la cause aujourd'hui, puisque tu parlais d'Air du Temps et de ton franchement, écoute, je vais peut-être. Par exemple, au moment du mariage pour tous, j'ai ressenti le besoin d'écrire noir sur blanc dans une tribune que j'avais publiée sur le site du Point que j'étais, moi, favorable à cette mesure du mariage pour tous. Je trouve d'ailleurs qu'à l'époque, Taubira avait très bien porté cette mesure. J'avais adoré quand elle avait cité le poème de Léon Gontran Damas à la tribune de l'Assemblée nationale. Nous les peu, nous les veux, nous les riens, nous les chiens, nous les maigres, nous les nègres, qu'attendons-nous pour faire les fous? Pisser un coup sur cette vie stupide et bête qui nous est faite. C'était magnifique de déclamer ça comme ça, et c'est quelque chose qui, à l'époque, m'avait parlé, m'avait interpellé. Donc, dans certaines situations, je ressens le besoin de prendre la parole. Je pense, malgré tout, même si maintenant, évidemment, la société a complètement changé, mais moi, j'ai souvent, et encore maintenant, ressenti une espèce de substrat homophobe qui peut exister encore chez beaucoup de gens. Et tu dirais particulièrement à droite ou pas? Non. Pour le coup, je ne classerais pas du tout ça politiquement, mais j'observe qu'il y a, y compris chez des jeunes, moi j'ai souvent ressenti, par exemple, dans des groupes de jeunes où je pouvais être le seul homosexuel du groupe, je pouvais ressentir une forme de rejet, une forme de mise à l'écart, une forme de quelque chose de diffus qui disait « t'es pas des nôtres ». Ça c'est quelque chose que j'ai ressenti et qui donc, à mon avis, existe encore beaucoup dans la société. Donc, sans être forcément un militant de la cause, par exemple, j'ai un livre en chantier puisque j'ai aussi une troisième casquette qui est celle d'écrivain à laquelle j'essaye de prétendre. On verra ce que donnera ce livre qui me prend... on verra dans 60 ans pour la Pléiade. Qui me cause on verra surtout dans 60 ans pour la publication parce que j'ai beaucoup de mal à aller au bout de ce texte. Mais c'est un texte personnel et qui revient notamment là-dessus. Exactement. C'est un texte personnel c'est pas l'objet du livre, mais c'est quelque chose dont je parle sans phare parce que je pense que
En réalité, tout le chemin n'est pas fait et je continue à penser que, voilà, parfois quand on est homo, on peut se sentir rejeté, on peut avoir, enfin, la société, certains groupes en fait dans la société peuvent nous renvoyer cette espèce de différence et insidieusement nous exclure de leur groupe. Voilà. Et alors, sans refaire la dense et longue et néanmoins passionnante histoire, mais ça, je vous invite à regarder sur un article du Point qui est disponible sur Internet pour connaître tous les secrets de la famille Consigny. Mais la famille, pour toi, c'est extrêmement important. Très. Tu es d'une famille, et tu vas nous expliquer un peu en quoi, qui a connu des drames, qui a connu aussi beaucoup de destins assez accomplis pour certains de ses membres, et en quoi c'est quelque chose qui te porte aussi et qui fait que, je ne sais pas, tu as envie de faire de ta vie quelque chose d'un peu singulier et de ne pas juste attendre que les heures passent. Mais je pourrais attendre que les heures passent. Parfois, j'ai cette tentation, mais j'ai peur de regretter dans quelques années. Donc, c'est aussi ça qui m'habite, c'est d'essayer de faire en sorte de ne pas avoir de regrets plus tard. Ma famille, oui, évidemment. Après, est-ce que ça s'explique? Enfin, est-ce que ça n'est pas évident? J'ai la chance d'avoir une famille très nombreuse. Raconte un peu pour ceux qui ne savent pas j'ai la les chance, grandes lignes de la richesse. J'ai la chance d'avoir une famille très nombreuse. À la fois, j'ai de nombreux frères et sœurs. J'ai 3 frères. Tu vois, j'essaie de ne pas me tromper. J'ai 3 frères, 2 sœurs et 2 sœurs par alliance. Dont une que tu as perdue. Alors, qui serait donc... là, j'aurais eu 3 sœurs. Qui était ma petite sœur et que j'ai perdue quand j'avais 8 ans et elle 4. Donc ça, c'est le drame. J'imagine que ça a été effectivement un drame. C'est le drame dont tu parlais. Voilà. Mais donc, on est déjà nombreux de ce point de vue-là. Mon père a 4 sœurs, donc j'ai 4 tantes que j'adore, plus mes grands-parents, leurs parents. Et ma mère a 4 frères, donc j'ai 4 oncles que j'adore, plus ma grand-mère et leur mère. Et ça fait, voilà, c'est une chance folle que j'ai d'avoir ces joyeuses ripailles avec tous ces gens qui sont formidables. Donc du côté de mon père, c'est très bohème. C'est des gens qui clopent, qui picolent, qui sont intermittents du spectacle, qui sont ultra à gauche. C'est toujours une espèce de joyeux bordel, mais en même temps, c'est des gens très raffinés, très cultivés, extrêmement drôles et toujours les premiers pour se marrer, etc. À ça, il faut bien sûr ajouter aussi les cousins, les maris des tantes. Enfin bon, tout ça, ça fait du monde. Et du côté de ma mère, c'est une ambiance, je le dis comme c'est une famille d'aristocrates vendéens, des Roches. Il en faut. Roche-Brochard, Roche-Jacquelin, des Chouans et de Jurassiens. Et donc, c'est une ambiance moins, j'allais dire moins bohème, mais en réalité, au fond, tout aussi bohème, même si elle se donne les apparences un peu d'une espèce d'aristocratie bourgeoise. En réalité, ça reste aussi... les anards de droite, totalement, ça existe. Hein. Voilà. Et donc, tout ça c'est sûr que c'est formidable de sentir... c'est des familles... Je pense que les drames qu'on peut connaître dans les familles, il y a aussi eu la mort de mon grand-père qui a été un drame pour ses enfants, de mon grand-mère maternelle, donc qui a été un drame pour ma mère et pour ses 4 frères. Parce qu'elle l'a perdu tôt parce qu'il est mort très tôt d'un cancer de fumeur, un cancer du poumon. Et du côté de mon père, il y a eu le drame de la mort de ma petite sœur et très peu de temps après le drame de la mort de mon arrière-grand-mère, qui était leur grand-mère, qui était très très aimée, qui s'appelait Mamie. Et je pense que ces drames cimentent les familles et ça fait c'est pas qu'on s'aime encore plus, mais on s'interdit complètement... même s'il peut y avoir certains... Mais quand même, dans l'ensemble, on s'interdit toute animosité, tout conflit inutile, parce qu'on a un amour qui est plus fort que ça. Donc, tout ça forme pour moi une seule famille. En réalité, c'est 2 familles qui me rendent très heureux et j'ai beaucoup de chance d'avoir ça. Et alors, je te propose de terminer par là où tu avais commencé, c'est-à-dire la différence de modèle de société entre Valérie Pécresse et Emmanuel Macron. Et
pour rebondir sur ce que tu viens de dire sur l'importance de la famille, il y a, en tout cas chez ceux qui critiquent un peu le projet politique d'Emmanuel Macron, l'idée que la société qu'il propose est une société, certes peut-être d'émancipation, mais individualiste, où c'est à l'individu qu'on s'adresse et non pas au collectif. Est-ce que ça te semble aussi un des enjeux de cette élection présidentielle, c'était de retrouver du commun, pour jargonner un peu, du faire société pour jargonner encore plus, et en tout cas pour rompre avec cet individualisme contemporain qui est une maladie qui n'a pas commencé avec Emmanuel Macron, mais qui est celle de la société contemporaine de consommation, de l'émancipation, de l'affranchissement des règles, mais qui à la fin donne aussi une société solitaire au pluriel. C'est une question très, très vaste et très compliquée. D'abord, je pense en effet que la solitude est devenue le mal de notre époque. Et c'est d'ailleurs par hasard si l'écrivain qui est considéré comme celui qui comprend le mieux notre époque et qui en parle le mieux, Michel Houellebecq, il en fait un de ses thèmes absolument centraux. Avec un mode de vie en plus qui la solitude qu'évidemment il lie immédiatement à l'amour, puisque c'est évidemment deux choses qui vont ensemble. Après, moi je pense que pour moi, c'est pas tellement ça qui me gêne chez Emmanuel Macron et qui fait sa différence avec Valérie Pécresse. Je trouve surtout que Macron, étrangement, c'est l'ancien régime. C'est quelqu'un qui s'est fait élire en vendant une promesse de modernité, de renouvellement de la classe politique, quelque chose de très moderne et positif. Et finalement, 3 semaines plus tard, on avait un personnage qui se comportait comme un roi, qui était surnommé sans ironie Jupiter par ses plus proches collaborateurs. Enfin bref, c'était quand même n'importe quoi. Et pourquoi est-ce que c'est aussi l'Ancien Régime ? C'est que je trouve qu'on a très souvent le sentiment que sa politique, en fait, ne conduit qu'à préserver les intérêts et à maximiser les intérêts d'un très petit nombre de Français qui sont les plus fortunés du pays. Moi, ça ne m'intéresse pas. Et donc, je trouve que, de ce point de vue-là, Valérie Pécresse a un projet beaucoup plus global qui est tourné vers la population dans son ensemble et qui est un projet qui est pour la France, pour faire en sorte que la France reparte, se redresse, que l'État soit efficace, etc. C'est plus là la différence que je vois. Après, sur la famille... moi, je suis assez libéral. Je considère que chacun doit faire comme il l'entend. J'aime la famille. Je pense qu'on n'est pas heureux dans la solitude. Je pense qu'on n'est pas heureux dans l'individualisme. Je pense même que physiologiquement, les gens seuls se dessèchent. Et là où peut-être je verrais, et là aussi ça rejoint d'ailleurs l'œuvre de Houellebecq, un vrai sujet, c'est... qu'est-ce qu'on fait des personnes âgées et dépendantes en France ? Et ça, je trouve que, de ce point de vue-là, il y a plein de sociétés orientales qui sont beaucoup plus civilisées que nous. Sur ce plan-là, en Chine, par exemple, où ils gardent leurs aînés au sein des familles. Et moi, je trouve que c'est absolument indispensable. Je comprends que des gens n'aient pas les moyens de faire ça et qu'il n'ait pas d'autre choix et que ce soit un crève-cœur pour eux que de mettre, d'inscrire leurs personnes âgées dans des EHPAD où fatalement les personnes âgées sont moins heureuses qu'au sein de leur famille, sauf s'ils détestent leur famille, mais enfin, en général, on est plus heureux dans sa famille. Mais je pense que ça, c'est une question qui devrait nous mobiliser politiquement et toute la société, la manière dont ça rejoint la question des logements, les questions fiscales, etc. Comment on fait pour permettre aux gens de garder le plus possible avec eux leurs personnes âgées et de vivre avec leurs aînés. Parce que pour une personne âgée, c'est le jour et la nuit que de vivre avec sa famille, c'est-à-dire de voir ses enfants, ses petits-enfants, ses neveux, ses nièces, etc., ou d'être dans un établissement spécialisé avec des visites le dimanche. Voilà. Et donc là-dessus, j'en parle, et c'est le thème central du livre de Houellebecq, le dernier, Anéantir. Mais je trouve que là-dessus, il a raison de faire agir son rôle de révélateur là-dessus, parce que c'est une espèce d'angle mort atroce de la société d'aujourd'hui et qu'on gagnerait tous à traiter ensemble. Merci beaucoup, Charles. Merci à toi. Cette bonne Merci discussion. pour ce vin. Bon courage. Peut-être que je peux faire un doggy bag et
Et repartir Pas avec, du non? tout, Ou alors je vais le puisque- laisser à la rédaction de Valeurs Exactement, Actuelles où c'est- vous avez c'est- besoin de c'est- ça C'est contractuel. pour écrire vos articles. C'est D'accord. contractuel pour surtout encaisser la dureté du travail de journaliste. Oui, oui. Merci beaucoup. Je n'en doute pas de ça. Merci beaucoup Charles Merci à toi. Consigny d'avoir été avec nous aujourd'hui et nous on se retrouve bientôt pour un prochain numéro d'Un verre avec.